Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président chinois Xi Jinping a entamé une tournée en Asie centrale. Il a participé au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ainsi qu'au 5e sommet de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Quels ont été les points forts de cette visite? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui M. Wu Zexie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, bienvenue sur notre plateau. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous analyser un peu le contexte de cette tournée en Asie centrale du président chinois? Bon, le contexte, il faut savoir d'abord que pour les deux sommets, puisque le président chinois va assister d'abord aux deux sommets, et en même temps, il profite de l'occasion pour effectuer deux visites d'État dans deux pays hôtes qui patronnent les deux sommets. Bon. Pour les deux sommets, ce sont des mécanismes rodés, réguliers, c'est-à-dire ce sont des sommets périodiques. À propos de l'OCS, c'est annuel, le sommet est annuel, tandis que pour CICA, c'est un sommet une fois pour 4 ans. D'accord? Il faut d'abord savoir que voilà, c'est un mécanisme rodé. De toute façon, le président chinois, en tant que président d'un pays membre voilà, de l'une et de l'autre organisation régionale, il doit se rendre voilà, à ces deux réunions d'importance majeure. Bon. Et en même temps, bien sûr, chaque année, il y a des particularités en ce qui concerne la situation voilà, du moment. Alors, cette année, vous savez, on assiste à un phénomène de montée en puissance de l'unilatéralisme et de protectionnisme, voilà, de la manière de régler les différends entre les pays et par une sorte de politique du plus fort. Bon, je pense que c'est la particularité de cette année et du coup, cette tournée dans l'Asie centrale, aussi bien pour la visite d'État effectuée réciproquement dans deux pays hôtes, que pour l'assistance de la Chine aux deux sommets, revêt une importance particulière, parce que les pays membres vont discuter justement des grands dossiers voilà, qui préoccupent pratiquement tout le monde. C'est vrai qu'on va revenir un peu sur l'OCS et le CIC un peu plus tard. Le président chinois vient d'achever sa visite au Kyrgyzstan. Alors, quels ont été les principaux résultats obtenus de cette visite? La première visite vient de s'achever, c'est-à-dire la visite d'État en Kyrgyzstan. C'est une visite parfaitement réussie. Selon l'expression du président Xi, c'est une visite chez un vieux ami. Voilà. Le président kirghiz est allé accueillir le président Xi à l'aéroport. C'est un geste cordial et amical. Voilà. Bon. Et aussitôt descendu de l'avion, les deux chefs d'État se sont entretenus. Voilà. Vous voyez, ils ne perdent pas de temps. Oui, c'est vrai, ils se parlent en promenant un peu comme ça. Oui, dans la résidence, dans la présidence du Kyrgyzstan. Puis le lendemain, c'est l'entretien officiel. Bon, les deux chefs d'État ont discuté de différents dossiers de coopération, aussi bien pour la coopération bilatérale que pour la coopération sur le plan des dossiers internationaux. Bon. Alors, ils ont publié, voilà, ils ont signé une déclaration commune pour approfondir davantage voilà, les relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Donc, ils ont assisté également aux signatures de plusieurs documents de coopération bilatérale. Donc, vous voyez, c'est une visite d'État parfaitement réussie. Et le Tadjikistan, quelle est votre analyse? Le président chinois a déjà fait publier voilà, un article dans la presse locale voilà, pour évoquer justement l'amitié qui lie les deux pays. Voilà, c'est aussi un pays voisin, ami de la Chine, c'est aussi un pays voisin que le président Xi a déjà visité il y a 6 ans. Voilà. Donc 6 ans après, et il va revoir le pays. La Chine entretient de très bonnes relations avec les deux pays qui sont pays hôtes des deux sommets. Voilà.
Dans le domaine économique, par exemple, il y a beaucoup de projets de coopération effectués dans le cadre de la coopération bilatérale. Et justement, en fait, ces deux pays sont tous des participants à l'initiative Ceinture et Route. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des avancées concrètes qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Comme vous venez de dire, l'initiative Ceinture et Route a été lancée justement au début à la direction des pays de l'Asie centrale. Voilà, ça a été lancé en Kazakhstan, mais à la direction de tous les pays de l'Asie centrale. Au début, c'était ça, et puis ça s'est élargi. Ouais. Donc, vous pouvez comprendre que les pays de l'Asie centrale ont accueilli très favorablement dès le début cette initiative, et cette initiative a abouti à des résultats très concrets. Par exemple, aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de Kirghizistan, voilà, c'est aussi le premier investisseur. Voilà. Et à propos du volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Kirghizistan, voilà, l'année dernière, ça a été multiplié par 150 par rapport à l'année 1992, l'année où les deux pays ont noué des relations diplomatiques. Voilà. C'est aussi l'année où le Kirghizistan est né, voilà, un an après, parce que vous savez, les pays de l'Asie centrale sont nés à la suite de l'éclatement de l'ancienne Union soviétique. Donc, aussitôt après la naissance de ces pays de l'Asie centrale, et bien tout de suite la Chine a reconnu ces pays et ont noué des relations diplomatiques. Vous voyez, donc durant toutes ces années, les échanges commerciaux ont beaucoup augmenté, les investissements s'accumulent. Aujourd'hui, c'est 3 milliards de dollars des investissements chinois au Kirghizistan. Il y a eu beaucoup de projets, par exemple le projet de l'acheminement et de transformation des courants électriques, ce qui a permis d'améliorer l'alimentation en électricité de l'ensemble de la population du pays. Et puis la Chine a aidé le pays à construire un hôpital qui est devenu le meilleur hôpital de toute l'Asie centrale. En Kirghizistan, la Chine a créé également un lycée dans la capitale du pays. Et c'est un lycée qui est très réputé aujourd'hui. La population de la capitale apprécie hautement ce lycée. Il y a eu bien entendu autre chose. Il y a aussi une construction d'un axe routier reliant la Chine, Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Donc ce sont des travaux d'infrastructure qui facilitent certainement le développement économique du pays. Alors on va revenir sur le sommet de l'OCS. Alors quels sont les sujets essentiels de cette année? Bon, alors il y a certainement des sujets traditionnels. La circonstance varie chaque année, mais les principaux sujets restent les mêmes, c'est-à-dire les principales préoccupations ou les principaux soucis des pays membres restent en fait les mêmes. La sécurité, bien sûr, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, par exemple. Et puis la coopération concrète dans le domaine économique. Peut-être avant d'en parler des sujets de cette année, pouvez-vous nous expliquer un peu brièvement pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cet organisme, le rôle de cet organisme depuis sa création? Bon, alors en fait, l'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001. Au début, c'était une organisation qui avait pour vocation de lutter contre le terrorisme. Parce qu'à l'époque, le terrorisme connaît une période d'expansion qui a provoqué beaucoup de dégâts dans ces pays de l'Asie centrale, dans l'ancienne dans la Russie, qui vient de naître de l'éclatement de l'ancienne Union soviétique, et en Chine aussi. Il y avait donc des soucis communs de tous ces pays voisins, parce que les éléments terroristes ils circulent entre les pays. Du coup, il y avait la nécessité de lutter ensemble contre le terrorisme. C'est ça la vocation initiale
de cette organisation. Et puis, on a constaté qu'il était important d'élargir les champs de coopération. Voilà, parce que vous pouvez très bien comprendre que finalement, on sait que pour s'attaquer à la racine du terrorisme, il faut lutter contre la pauvreté, l'inégalité du développement, l'écart du développement, l'inégalité sociale. Donc, voilà, les problèmes économiques et sociaux se posent également. Bon, du coup, voilà, cette organisation a étendu les champs de coopération. Chaque année, bon, bien sûr, le souci sécuritaire reste toujours majeur, mais on a beaucoup travaillé pour mener des coopérations concrètes dans le domaine économique, financier et dans le domaine aussi des échanges entre les peuples, parce que pour mieux coopérer, il faut que les peuples se connaissent, se comprennent. Voilà, il faut que les amitiés, s'approfondissent entre les peuples. C'est la base de toute coopération possible. Du coup, c'est devenu une organisation qui prend une ampleur, très importante, aussi bien dans les domaines de coopération, mais qui connaît également une ampleur à propos du nombre de pays membres. Au début, c'était 6 pays, 4 pays de l'Asie centrale, la Russie et la Chine. Et puis, il y a 2 ans, l'organisation a approuvé la demande d'adhésion de l'Inde et du Pakistan. Maintenant, c'est devenu 8 pays membres. L'année dernière, du coup, pour la première fois, l'Inde et le Pakistan ont assisté au sommet de l'OCS qui a eu lieu en Chine, à Qingdao. Vous voyez, donc c'est devenu une organisation qui prend de l'importance, de plus en plus importante. Il y a ensuite d'autres élargissements à propos des pays, à propos du nombre de pays observateurs. Il y a des pays observateurs, il y a aussi des pays dits partenaires de dialogue. Donc il y a 4 pays observateurs, 6 pays qui sont partenaires de dialogue. Donc vous voyez, c'est une organisation qui impose finalement une influence tout à fait positive, bien sûr, dans la coopération régionale. En fait, on sait que le président chinois vient de s'achever sa visite en Russie et on voit qu'il y a un nouveau développement concernant la relation bilatérale. Donc, pensez-vous que cela va donner un nouvel élan à l'OCS? Évidemment, évidemment, vous savez. Dans quel sens? Les 2 pays, la Russie et la Chine, sont membres permanents du Conseil de sécurité. Ils ont leur poids sur la scène internationale. Du coup, ils jouent certainement un rôle important dans l'organisation de coopération de Shanghai. Les 2 pays ont plus, durant cette visite récente du président chinois en Russie, ont publié 2 documents importants. D'abord, un document pour une déclaration commune pour promouvoir le partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie dans le nouvel ère. C'est pour pousser davantage la coopération. Et dans cette déclaration, il y a 2 volets, le volet bilatéral et le volet de coopération dans les affaires internationales. Donc c'est une déclaration qui couvre tous les dossiers entre les 2 pays. Il y a une deuxième déclaration commune qui est tout aussi très importante, une déclaration qui s'appelle la déclaration en faveur de la sauvegarde, de la stabilité stratégique de la planète. Alors, dans cette déclaration, les 2 pays, qui sont, je vous rappelle, membres permanents du Conseil de sécurité, rappellent l'importance à la communauté internationale du désarmement, de non-prolifération nucléaire, de non-compétition d'armement dans l'espace, de non-prolifération de toute d'autres formes d'armes de destruction massive, comme des armes chimiques, des armes biologiques, etc. etc. Vous voyez, donc, cette visite, rien que par les 2 messages qui sont passés à la suite des entretiens des 2 chefs d'État, revêt déjà une importance majeure, surtout en ce moment, face
à la montée en puissance, encore une fois, je vous rappelle, de cette tendance à l'hégémonisme, à l'unilatéralisme, au protectionnisme. Et c'est vrai que cette fois, on voit qu'il y a un autre sommet, c'est le sommet de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Donc, en fait, aussi pour nos téléspectateurs, cette conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, qu'est-ce qu'il s'agit en fait, qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce mécanisme? Alors, c'est une initiative proposée en 1992, c'est-à-dire aussitôt après la naissance des pays de l'Asie centrale, à la suite de l'éclatement de l'ancienne Union soviétique, proposée par le président, l'ancien président, voilà, du Kazakhstan, voilà, dans le souci justement de promouvoir la solidarité des pays asiatiques voilà, face aux problèmes de sécurité. Quelle est la différence entre le CICA et l'OCS alors? L'OCS, c'est un cadre plus restreint. Voilà. CICA, c'est beaucoup plus élargi. Voilà. Il y a 27 pays membres. Il y a 27 pays membres. Il y a bien sûr la Chine, la Russie, mais il y a aussi l'Inde, l'Iran, Israël, les pays de l'Asie centrale, bien entendu. Il y a même la Palestine, la Turquie. Et bon, ce sont tous d'ailleurs des pays fondateurs. Donc c'est un cadre plus élargi. Voilà. Et puis il y a aussi 13 pays observateurs extérieurs de la région. Voilà, c'est là une différence. Voilà. Les États-Unis sont pays observateurs. Et puis l'ONU, c'est aussi un observateur. Bon, l'ONU est observateur des deux, hein, de l'OCS, mais aussi de CICA. Et puis la Ligue arabe, qui n'est pas observateur de l'OCS, mais qui est observateur de CICA. Vous voyez, donc il y a quand même une différence importante entre l'OCS et CICA. Bon, alors l'OCS, comme je vous l'ai dit, c'est plus restreint, mais c'est très efficace. Bon, ben, parce que voilà, il y a des buts, des objectifs, voilà, très précis. Alors, tandis que pour CICA, bien sûr, le souci numéro 1, c'est la sécurité. C'est aussi très clair. Mais bon, c'est un cadre plus élargi, bon, donc c'est moins. Les discussions sont moins rythmées, comme j'ai évoqué dès le début. Le sommet, c'est une fois tous les 4 ans. Bon, ben, c'est pas comme l'OCS, c'est une fois par an. Bon. C'est quand même difficile de réunir autant de pays. Donc, c'est pas facile. Mais il y a un autre mécanisme qui complète, qui comble la lacune, c'est qu'il y a aussi une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères, dans le cadre de CICA, voilà, qui tiennent aussi une fois tous les 4 ans. Mais les deux, voilà, le sommet et la réunion des ministres des Affaires étrangères, les deux sont alternatifs. Donc tous les 2 ans, il y a soit un sommet, soit une réunion des ministres des Affaires étrangères. Ce qui permet de, voilà, de se concerter, aux pays membres de se concerter plus régulièrement, quand même. Mais quelles sont les mesures concrètes jusqu'ici avancées par le CICA ou quels sont les résultats qu'on peut observer en matière de la sauvegarde de la sécurité dans la région? Bon, alors, comme le souci sécuritaire est le souci numéro 1, donc les pays membres ont discuté, voilà, certainement de façon très approfondie de tous les dossiers concernant la sécurité. Ils ont même créé, voilà, une structure de lutte contre le terrorisme, voilà, dans le cadre de CICA, voilà, à part le secrétariat général chargé de fonctionnement courant. Les pays ont aussi pris la conscience que pour le problème de sécurité, si on se limite de voir uniquement l'aspect sécuritaire ou la lutte contre le terrorisme, cela ne suffit pas. Il faut développer aussi la coopération dans tous les domaines. Du coup, les pays membres ont élargi aussi les champs de coopération. D'ailleurs, la Chine a joué un rôle important dans ce sens en proposant, voilà, un concept de sécurité qui est très riche, voilà, qui est très riche
qui voit justement les choses de façon plus élargie, qui ne se limite pas simplement à la vision sécuritaire propre. Et justement, ce que vous avez évoqué, ce nouveau concept de sécurité asiatique, c'est basé sur la coopération, l'intégration, la durabilité et la coordination. Et c'est avancé par le président chinois il y a 5 ans. Donc, justement, pouvez-vous nous expliquer davantage le rôle de la Chine dans le mécanisme de CICA, mais aussi dans l'OCS? Bon, alors la Chine joue toujours un rôle très important, voilà, en tant qu'un grand pays asiatique, en tant que le pays le plus peuplé de l'Asie et de la planète. Voilà, la Chine, bien sûr, se soucie de l'aspect de sécurité et de développement, bien sûr. Donc la Chine, à chaque fois, participe activement à la discussion. Alors, le concept de sécurité que vous venez de mentionner, avancé par le président Xi, en effet, c'était il y a 5 ans, lors du sommet de Shanghai. Voilà. Lors du sommet de Shanghai, le président Xi a donc proposé un concept de sécurité pour l'Asie. Voilà. Ce concept, comme vous venez de dire, est composé de 4 éléments très importants. Le premier élément, c'est quoi? C'est qu'il faut assurer la sécurité pour tous. Voilà. Sans laisser aucun pays, voilà, à côté. Ça, c'est déjà le premier élément. Voilà. Deuxième élément, il faut s'attaquer à tous les problèmes de sécurité, non seulement les problèmes de sécurité conventionnels, c'est-à-dire le terrorisme, la lutte armée des séparatistes ou des extrémistes. Bon, ça, ce sont des problèmes de sécurité conventionnels. Mais il faut aussi voir d'autres formes de sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité énergétique, la maladie par exemple, voilà. Le problème de l'environnement. Voilà. Donc ça c'est le deuxième élément évoqué par le président chinois dans son concept de sécurité pour l'Asie. Troisième élément, c'est la coopération. C'est-à-dire pour pouvoir assurer la sécurité à tous les pays, il faut développer l'économie. Il faut donc que les pays membres se coopèrent, voilà, parce qu'aucun pays aujourd'hui dans le monde ne peut se développer seul. Voilà, il faut coopérer dans le domaine économique, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, voilà, financières, sécuritaires, bien sûr, mais aussi dans le domaine des échanges entre les peuples, culturels, etc., etc. Donc, troisième élément, coopération. Alors, quatrième élément, il faut que ce soit durable. Ce soit durable, c'est encore cet esprit de s'attaquer à la racine des maux. Il ne faut pas se limiter aux moyens militaires, par exemple, lutter contre le terrorisme. Les moyens militaires sont importants, mais cela ne suffit pas. Il faut résoudre, voilà, les problèmes fondamentaux qui favorisent la naissance du terrorisme. Donc, développement économique et la justice sociale. Voilà. Si on réduit l'inégalité sociale, voilà, on réduit, voilà, le terrain, voilà, qui permet de faire naître le terrorisme. Donc vous voyez les 4 éléments qui constituent, voilà, qui composent ce concept de sécurité en Asie, a rencontré certainement un écho très favorable des autres pays. D'ailleurs, durant toutes ces années, suivant ce concept de sécurité pour l'Asie, CICA a évolué justement dans le sens, ces dernières années, par exemple, non seulement les pays membres voilà, ont poussé leur coopération entre eux, mais on a aussi créé dans le cadre de CICA d'autres plateformes, par exemple le forum de discussion entre les ONG. Voilà, voilà, le forum. On a aussi créé un comité de la jeunesse, c'est-à-dire pour permettre les échanges entre les jeunesses des différents pays. Un comité des hommes d'affaires. Voilà, ça c'est aussi très important, il faut que les hommes d'affaires se rencontrent, voilà, et pour conclure des affaires, mais aussi pour se comprendre, voilà, se connaître, voilà, ça c'est important. Il y a aussi, voilà, des efforts visant à établir des liens entre CICA et
les autres institutions régionales et internationales. Vous voyez, donc, suivant ce concept de sécurité, on fait beaucoup de choses voilà, concrètes sur le plan de chaque pays, mais aussi entre les pays membres et également entre CICA et les autres institutions internationales et régionales. Ouais, donc c'est plutôt un concept qui ne prend la sécurité pas comme un concept isolé, mais c'est plutôt une question sociale qu'il faut d'autres éléments. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Voilà. Donc je voudrais savoir quel est le rôle aujourd'hui, comme vous avez évoqué tout à l'heure le contexte, la montée en puissance du protectionnisme, de règles unilatérales. Alors est-ce que les plateformes comme l'OCS et le CICA a vraiment un rôle à jouer, un rôle, je ne sais pas, d'exemple ou fournir des idées pour la préservation de la paix aujourd'hui dans le monde? Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, l'Asie, les deux institutions sont basées géographiquement en Asie. Voilà. L'Asie, c'est 67% de la population mondiale. Il y a deux pays très peuplés qui se trouvent en Asie, la Chine et l'Inde. Voilà, ce sont deux seuls pays dont la population a dépassé 1 milliard. Voilà, donc déjà, au niveau démographique, c'est déjà très important. Au niveau économique, c'est le tiers du volume économique de la planète. Donc voilà, c'est très important d'avoir une Asie en paix. Voilà, parce que s'il n'y avait pas de paix en Asie, il n'y aurait pas de tranquillité pour la planète. Bon. La Chine, justement, a fait beaucoup d'efforts pour que ces deux plateformes voilà, réussissent dans leur poursuite des objectifs. Voilà. Bon. Alors, comme on a dit, il y a des pays importants, il y a déjà la Russie et la Chine qui sont pays membres permanents du Conseil de sécurité, mais il y a aussi d'autres pays qui sont très influents, comme l'Inde. Voilà, l'Inde c'est un grand pays. Il y a aussi bien sûr d'autres pays d'importance régionale qui sont non négligeables, comme la Turquie, l'Iran, les pays de l'Asie centrale sont aussi très, très importants. Bon, alors il y a notre voisin, le Pakistan et l'Afghanistan qui assument chacun un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme. Ça, il faut pas oublier. Donc, du coup, les deux mécanismes voilà, contribuent certainement à la stabilité et à la paix du monde. Voilà. La Chine a assumé la présidence de CICA entre 2014 et 2018. Voilà. Bon. C'est pour cette raison que en 2014, le sommet a eu lieu à Shanghai. Bon. Et à ce moment-là, bon, le président Xi, comme on vient d'évoquer, a avancé un concept de sécurité, mais qu'on a adopté aussi comme à chaque fois un communiqué, voilà, une déclaration commune de Shanghai. Voilà. Et ce sont des documents qui expriment la volonté commune voilà, de tous les pays membres voilà, de préserver la paix et la sécurité dans la région, mais qui expriment aussi les opinions, les positions prises par les pays membres à propos de tous les grands dossiers voilà, importants voilà, dans le monde. Donc là, on peut vraiment constater que voilà, ce sont des messages qui contribuent à préserver la paix dans le monde. Voilà. Parce que lorsqu'on parle voilà, d'une seule voix voilà, de tous les pays membres de l'Asie, voilà, pour exprimer la position commune voilà, sur tel ou tel dossier qui pourrait déstabiliser voilà, le monde, eh bien, c'est certainement très important. Alors, je vous remercie, M. Wu Zexie, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.